Avant de parler de guérir le monde, j'ai envie de vous qui avez déjà écrit plusieurs fois sur la spiritualité, le chemin spirituel, le développement spirituel personnel, de parler de comment on peut construire déjà son propre bonheur. Si on peut peut-être faire un petit topo autour de ça. En 30 secondes, avec plaisir. Allez, 45. D'abord, merci Stéphane pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie vraiment beaucoup l'INRES et ce que vous faites, et je le redis à cette occasion. J'ai beaucoup travaillé depuis quelques années dans des livres sur la question de la sagesse personnelle. Parce que c'est une question qui me passionne depuis 30 ans. Et j'ai fait un peu le tour de toutes les grandes traditions philosophiques et spirituelles de l'humanité pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Est-ce qu'on peut déjà avoir une réponse à ça ou pas? Qu'est-ce que réussir sa vie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? C'est vraiment des questions qui m'intéressent depuis toujours. Et puis, j'ai dans ce dernier livre, l'avant-dernier livre, donc, qui s'appelle L'âme du monde, qui est un diptyque avec la guérison du monde. C'est pour ça que le monde est présent dans les deux noms, dans les deux titres, parce que c'était une sorte de diptyque. J'ai essayé de faire cette synthèse des grands courants spirituels et philosophiques à travers un conte spirituel où 7 sages se retrouvent réunis mystérieusement dans un monastère au Tibet, et ils vont comprendre qu'il risque d'y avoir des catastrophes planétaires et qu'ils doivent transmettre à 2 adolescents qui sont présents ce qui les réunit au-delà de toutes leurs divergences de croyances, de rituels, etc. Et donc vous avez à la fois un lama tibétain, une chamane mongole, un moine catholique, une philosophe européenne, un soufi africain, etc. Et ils discutent entre eux et ils s'aperçoivent que si leurs dogmes sont irréconciliables, leur expérience dit la même chose sur l'essentiel. Et quel est cet essentiel? Donc au-delà, encore une fois, des croyances et des rites, qu'est-ce que partagent les grands sages du monde? Et c'est ce que j'ai essayé de résumer à travers 7 chapitres que j'appelle les 7 clés de la sagesse. Et je vais, pour répondre assez vite à votre question, vous donner un élément peut-être sur la question du bonheur, qui n'est pas la question unique de la sagesse. Mais on se pose tous évidemment la question comment être heureux. Et ce que nous disent les sages du monde entier, c'est qu'il faut sortir pour trouver un bonheur stable, qui n'est pas simplement un plaisir immédiat. Il faut sortir de la loi de l'ego, qui fonctionne selon l'attraction et la répulsion. L'attraction et la répulsion, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire qu'au fond, on recherche quelque chose, l'attraction qui nous fait plaisir, on le recherche, on l'obtient, on est heureux. On ne l'obtient pas, on est malheureux. On refuse les choses qui sont désagréables. Il nous arrive un problème de santé, il nous arrive quelqu'un qui nous est a priori désagréable, on le rejette, on l'évite. Donc c'est le fonctionnement de l'ego, c'est le fonctionnement naturel du moi. Et en fait, si on fonctionne que comme ça, on ne peut pas connaître un bonheur durable. Parce qu'il y a toujours des événements ou des rencontres désagréables dans la vie. On a tous suffisamment vécu ici pour le savoir. Et donc finalement, la recherche de la sagesse, c'est comment créer une paix intérieure, une sérénité, un équilibre au-delà des aléas de la vie, au-delà des hauts et des bas, au-delà des événements agréables ou désagréables. Et c'est donc sortir de l'ego qui fonctionne selon la loi de l'attraction et de la répulsion. J'aime, j'aime pas. Et c'est tout le chemin spirituel. En tout cas, c'est un des grands axes essentiels qui est donné par la sagesse. Et lorsque on arrive dans ce chemin-là, on s'aperçoit que pour dépasser l'ego, alors dépasser l'ego, pour moi, ça ne veut pas dire tuer l'ego. Je le dis tout de suite parce que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Orient, il y a beaucoup de gens qui ont écrit « il faut tuer l'ego ». Je ne crois pas du tout à ça. L'ego est toujours là. L'ego nous structure. L'ego nous protège. L'ego a une fonction nécessaire de survie. Parce que si on n'avait pas d'ego, on ne saurait pas non plus discerner un danger pour nous. Il est utile de développer, de structurer son ego. Et une fois qu'on l'a fait, il faut le quitter. Ça veut dire qu'il faut l'avoir tout en étant libre vis-à-vis de lui. Il faut pouvoir lâcher prise. Et donc lâcher prise, c'est lâcher l'ego. C'est-à-dire ne plus se cramponner à son petit moi, ne plus se centrer sur soi et être capable de se détacher. Et ce détachement, c'est tout simplement dire oui à la vie. Ce qui fait que dans toutes les sagesses du monde, il y a cette idée fondamentale
que le bonheur, c'est d'accepter le réel. Avec un oui qui ne soit pas conditionné à « le réel me plaît, je l'accepte. Il ne me plaît pas, je le rejette ». Ça veut pas dire non plus qu'il faut être fataliste. Parce qu'évidemment, on pourrait dire « oui, mais alors si on accepte tout, on est dans un fatalisme total ». Non. On peut transformer ce qui relève de nous. Ce que dit Épictète. Ce qui relève de toi, transforme-le, améliore-le. Ce qui dépend de toi. C'est toute la sagesse stoïcienne. Mais ce qui ne dépend pas de toi, d'avoir telle épreuve de santé, d'avoir quelqu'un que tu aimes qui meurt, d'avoir un revers professionnel. Il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. À ce moment-là, la sagesse, c'est de ne pas se crisper, de ne pas se bloquer, de ne pas vouloir à tout prix que les choses soient autrement qu'elles sont, et de lâcher prise, d'accepter ce qui est inéluctable. Et déjà, le seul fait de l'accepter, on est beaucoup plus serein, même si ce n'est pas agréable. Qu'on lutte contre le réel, on est mal. Quand on tombe malade, c'est déjà une épreuve. Le fait de lutter contre l'idée de tomber malade, le fait de refuser d'être tombé malade, on rajoute une épreuve à l'épreuve. On rajoute de la souffrance à la souffrance. Je crois que tous ceux d'entre nous ici qui ont déjà traversé des souffrances physiques, on se rend compte que quand on lâche prise et qu'on accepte la souffrance, qu'on ne peut pas faire autrement, on souffre moins que si on lutte et qu'on refuse. Puisque le refus, c'est effectivement un état d'être du cerveau psychique dans lequel on crée encore plus de combats et de difficultés, alors qu'en lâchant prise, il y a une sorte de bien-être qui peut s'installer au sein même de la difficulté, de la souffrance et de l'épreuve. Donc déjà, le seul fait d'accepter une épreuve ou une souffrance, c'est déjà moins souffrir. Et puis ensuite, plus profondément, on peut s'apercevoir que cette épreuve, ou que cet échec, ou que cette difficulté peuvent nous faire grandir. Que ce n'est pas simplement la vie qui nous met un obstacle pour nous briser, mais que derrière cet obstacle, il peut y avoir une croissance d'être. Et c'est vrai dans tous les domaines. On a aussi bien souvent vécu des épreuves de santé qui, au lieu de nous écraser, nous ont permis de nous remettre en question, nous ont permis de grandir, nous ont permis de s'interroger sur le sens de l'existence. C'est aussi le cas pour les deuils. C'est dramatique quand on perd un proche, il n'y a rien qui peut nous consoler. Mais on peut s'apercevoir qu'à cette occasion-là, notre vie va changer. On va penser autrement. On va se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et donc, ça peut être, à travers ce drame, une possibilité de croissance. Alors que ça peut être, au contraire, pour d'autres, une possibilité de régression, de se fermer sur soi. Et donc, tout événement désagréable de la vie peut être une occasion de croissance ou de rétrécissement selon la manière dont on va l'accueillir. Et donc, la sagesse, c'est pas de changer les événements extérieurs, ça, personne ne les maîtrise. La sagesse, c'est de changer son regard sur la vie. C'est de changer sa vie intérieure, c'est de faire un travail sur soi, c'est de s'améliorer pour être capable, face aux événements de la vie, de les accueillir avec une sorte d'ouverture du cœur. Et c'est ça vraiment le détachement. C'est pour ça qu'on retrouve toute cette notion de lâcher prise, de détachement dans tous les grands courants de sagesse philosophique ou spirituelle du monde. Et je vais vous raconter un petit conte qui le dit à merveille, parce que dans l'âme du monde, c'est un livre qui est construit sur des contes. C'est-à-dire que j'ai lu, comme beaucoup d'entre vous, des centaines de contes spirituels. J'en ai retenu 20 qui me semblent pour moi les meilleurs et que j'ai mis dans la bouche de ces sages, parce qu'à travers un conte, on peut faire passer beaucoup de choses et souvent, avec l'imaginaire, avec la poésie, on va plus loin encore dans la profondeur. Alors pour illustrer ce que je vais vous dire, je vais raconter un petit conte soufi. C'est un homme qui arrive dans une ville, qui est étranger, et il voit un sage assis à la porte de la ville et il lui demande « Dis-moi, comment est-ce que sont les gens ici ? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, agréables, désagréables ?» Et le sage le regarde un peu surpris et lui dit « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'homme répond « Très méchant, très pénible, c'est pour ça que je suis parti. » Et le sage lui répond « Ben ici c'est pareil. » Alors l'homme est très déçu, il dit « Mais décidément, j'ai pas de chance, mais vraiment, quelle malchance !» Et arrive 5 minutes après un deuxième étranger qui pose la même question au sage
Et le sage lui pose la même question. Dis-moi, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme répond, charmant, extrêmement agréable, et je regrette d'être parti. Et le sage lui répond, bah ici c'est pareil. Alors il y a un vendeur de chameaux qui écoute ça, qui vient voir le sage en disant, mais t'es un fief et menteur. On te pose 2 fois la même question, tu donnes 2 réponses différentes. Et le sage lui répond, mais ne sais-tu pas que le bonheur et le malheur sont en nous? Ils ne sont pas dans les événements extérieurs, ils ne sont pas dans les gens extérieurs que nous rencontrons, ils sont en nous. Quelqu'un qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Quelqu'un qui est heureux quelque part pourra être heureux partout. Donc voilà une belle manière de résumer ce que je viens d'essayer de vous dire, qui est une des clés essentielles du bonheur et de la sagesse personnelle. Alors ce qui nous amène ce soir, c'est peut-être pas l'Apocalypse, mais effectivement, face à un village berbère dans lequel la vie suit un cours à peu près normal, effectivement, on peut concevoir que sa propre attitude face aux difficultés de la vie peut commander son bonheur ou son malheur. Mais ce qui nous amène ce soir, c'est aussi la volonté de parler d'un monde qui est en crise profonde, avec la question qui nous taraude peut-être tous. Si on suit soi-même un chemin spirituel qui peut nous conduire éventuellement au bonheur, à quoi ça sert d'être heureux dans un monde qui est pas heureux, qui est malheureux? Donc, est-ce qu'on peut déjà faire un petit retour en arrière sur les sources que vous voyez à la crise actuelle, qui n'est pas seulement pour vous une crise économique? Alors, la question que vous posez, c'est pour ça que j'écris ce 2e livre, La guérison du monde. Ce que je me dis, effectivement, c'est bien de parler de la sagesse personnelle, c'est bien d'essayer d'être plus en paix avec soi-même, c'est tout un chemin. C'est pas du jour au lendemain qu'on lâche l'ego. Si, le Bouddha, lorsqu'il a atteint l'éveil, c'est ce qu'il a fait. Mais pour nous, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on va le lâcher un jour, puis le lendemain, il va revenir, on va le lâcher 1 heure, et l'heure d'après, ça va revenir. Donc c'est un travail permanent. Mais c'est vrai que, comme vous le dites très justement, à quoi ça sert d'être heureux dans un monde malheureux? C'est-à-dire qu'au fond, être heureux sans les autres, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Et on est tous solidaires dans cette aventure de l'humanité, et plus on avance dans la sagesse, plus on se sent solidaire des autres. C'est aussi un des aspects essentiels de la vie spirituelle, c'est de nous relier. Et donc finalement, qu'est-ce qui fait que notre monde nous donne ce sentiment qui va très mal? Et c'est un sentiment à la fois vrai et illusoire. Parce que par plein d'aspects, le monde va beaucoup mieux qu'avant. Et je vais peut-être commencer en quelques minutes, si vous voulez bien, par dire ça, qui est un peu à contre-courant de tout ce que je vais vous dire après. Mais ça me semble important de le rappeler. Au fond, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant dans plein de domaines. On a amélioré évidemment le confort matériel. Il y a un tas de tâches pénibles que nous n'avons plus à faire grâce à toutes les machines, les robots que nous avons à portée de main. On a amélioré considérablement l'éducation, la connaissance. On a amélioré considérablement, au moins en Occident, les libertés individuelles. Et puis, la santé. On pouvait mourir d'une rage de dents au Moyen-Âge. Beaucoup de femmes mouraient en couche, les enfants mouraient. Et aujourd'hui, on a fait des progrès tels dans la santé qu'on vit beaucoup plus vieux, beaucoup mieux. Donc, dans plein de domaines, le monde va mieux. Et en plus, on a éradiqué quantité d'épidémies. On a beaucoup moins de guerres qu'avant, même si le XXe siècle a été horrible. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, on est quand même dans un monde plutôt en paix, même s'il y a des guerres localisées. Et donc, on peut se dire, le monde va beaucoup mieux. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Et en même temps, je crois qu'il va très très mal. C'est un peu comme si on avait guéri progressivement d'un rhume, d'une bronchite, d'une entorse, de plein de symptômes, qu'on avait amélioré le corps humain, qu'on l'avait rendu plus fort, plus capable de marcher, plus endurant, et que d'un coup on découvre qu'on a un cancer, ou un cancer généralisé. Et donc on a guéri de plein de choses, et on a une maladie beaucoup plus grave qui nous tombe dessus. De quoi s'agit-il? Il s'agit, pour moi, d'une crise systémique. C'est-à-dire qu'au fond, la crise économique dont on parle aujourd'hui, c'est un symptôme d'une crise beaucoup plus générale qui touche tous les secteurs de l'humanité. On est devant une crise environnementale extrêmement grave, et on se rend compte qu'à cause de l'activité humaine, on peut peut-être, au XXIe siècle, rendre la vie humaine sur Terre impossible. C'est une hypothèse. Alors sans qu'on en soit sûr, c'est une hypothèse. On vit avec cette épée de Damoclès, et je lisais encore dans la revue Nature, qui est une revue scientifique extrêmement sérieuse, un article en juin 2012, donc récemment,
de 21 climatologues parmi les meilleurs spécialistes du monde, de divers pays, qui tiraient un cri d'alarme en disant les écosystèmes de la planète actuellement peuvent s'effondrer. C'est-à-dire qu'on a une pression qu'ils estimaient, je ne sais pas comment ils calculent ça, hein, à 43%, et si on arrive à 50%, c'est un seuil critique, on ne sait pas ce qui peut se passer, et on peut avoir des dérèglements climatiques extrêmement rapides et graves, qui peut effectivement produire des catastrophes telles que la vie humaine va être menacée sur Terre. Pas la planète, hein, la planète elle nous survivra, il n'y a pas de souci. Mais elle va peut-être expulser une espèce nuisible qui s'appelle l'être humain. Et ce sera par notre faute. Donc ça c'est une hypothèse qui n'est plus simplement une hypothèse d'écologiste dramatique, c'est une hypothèse de scientifique. Alors qu'il y a 20 ans, ceux qui disaient ça, on disait vraiment sont des rigolos. Donc là-dessus, on est devant une crise environnementale dans tous les domaines, la pollution, l'effet de serre, la pollution des nappes phréatiques, le manque d'eau vers lequel on va aller. Enfin, bon, vous connaissez tous ces sujets, je ne vais pas m'étendre sur la crise environnementale. On est devant des crises sanitaires à répétition. On a éradiqué plein de maladies, mais on en crée des nouvelles. Et donc toutes les pollutions, notamment environnementales, créent des nouvelles maladies, peut créer des nouvelles pandémies. On s'aperçoit qu'on est devant une crise de sens, crise des valeurs, crise des religions, crise du politique, c'est-à-dire crise du vivre ensemble. Et puis bien entendu, crise politique, crise économique et financière, parce qu'au fond, aujourd'hui, la finance est complètement aberrante, elle n'est plus en rapport avec l'économie réelle, et que des spéculations financières peuvent complètement polluer les échanges économiques et créer des crises économiques extrêmement graves. Et on peut assister demain à un effondrement complet du système bancaire. Donc là, on s'aperçoit que toutes ces crises créent une maladie globale dont on parlera peut-être tout à l'heure des causes, mais je vais essayer peut-être pour répondre mieux à votre question, parce que j'ai l'impression que je m'en suis un peu éloigné, revenir un peu aux causes. C'est-à-dire, on verra ce qui relie tout ça, mais je crois qu'il faut peut-être dire un mot davantage des mutations que nous avons vécues, qui ont créé ces crises nombreuses, qui sont toutes reliées entre elles. Et on essaiera de comprendre après ce qui les relie entre elles. Au fond, notre monde a été bouleversé en l'espace de 2 siècles, avec une accélération exponentielle au cours des 30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 siècles? Si on prend quelques grands domaines, c'est évidemment en Occident que s'est fait cette révolution, et cette révolution s'est mondialisée. Donc au départ, qu'est-ce qui se passe en Occident? On a à la fois une révolution philosophique qui est l'avènement de l'autonomie du sujet. L'individu exige et obtient des droits personnels. Il s'émancipe du groupe, de la communauté. Alors que quand on vit en communauté, on est tous reliés les uns aux autres, donc il y a des liens de solidarité, mais l'individu manque de liberté individuelle. Et en Occident, ce qui se passe depuis le XVIIe siècle, c'est l'émancipation de l'individu qui obtient progressivement la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de choisir son conjoint, la liberté de choisir son métier, la liberté de mouvement, la liberté sexuelle. Tout ça, ce sont une succession de révolutions de droits individuels. Ça bouleverse complètement les sociétés. Et ce qui se passe en Occident est en train de se mondialiser. Ensuite, on a une révolution scientifique et technologique sans précédent. Toutes les révolutions scientifiques et technologiques du passé ne sont rien à côté de ce qui se passe à partir du XVIIe siècle en Occident. Et on voit que toutes ces transformations de la science et de la technologie changent complètement nos modes de vie. Pour prendre quelques exemples, l'urbanisation du monde. On était en 1800, 3% de la population mondiale vivait dans des villes. 3%. 97 était un monde rural. Aujourd'hui, 50-50. Ça change complètement la face de la Terre. Le fait que la moitié de la population soit devenue citadine. Évidemment, on pourrait parler de l'accélération de la vitesse. Vous savez qu'au début du 19e siècle, lorsqu'on a inventé la machine à vapeur, on a doublé la vitesse. Avant, avec une diligence, on roulait à 20 km/h. Avec la machine à vapeur, on a roulé à 40 km/h. Et il y a des gens qui ont dit, si on dépasse les 50 km/h, l'être humain deviendra fou. Bon, vous voyez qu'on l'a largement dépassé. Est-ce qu'on est fou ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
il y a une accélération exponentielle de la vitesse, puisqu'on a atteint la vitesse des fusées, et puis on circule régulièrement en avion à 900 km/h. Bon, donc on voit qu'on a pulvérisé les vitesses traditionnelles de déplacement, de mobilité, sans parler des vitesses technologiques. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que les signaux numériques vont quasiment à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail ou un téléphone, tout ça va à une vitesse foudroyante. Aujourd'hui, dans l'économie, dans les bourses, les choses vont bien moins en deçà de la seconde. C'est des nanosecondes dans lesquelles les ordres sont passés, et ce sont des ordinateurs surpuissants qui permettent d'aller à une vitesse folle dans tous les mécanismes, notamment spéculatifs. Donc toutes les informations sont transmises à une vitesse incroyable. Et cette accélération de la vitesse est aussi liée à une accélération des rythmes sociaux. Tout change de plus en plus vite. Avant, les changements majeurs dans une société se faisaient à l'échelle d'une génération. Il y a une génération qui a connu la télévision, puis il y a une génération qui a connu la voiture. On voit des grands événements, des grandes mutations qui arrivent à l'échelle d'une génération. Aujourd'hui, tout change en permanence. Nous-mêmes, on a connu je ne sais combien de révolutions technologiques. Et ça change tout le temps. Sans arrêt, il faut s'adapter à de nouveaux outils, à de nouveaux modes de vie, à de nouvelles manières d'échanger, de communiquer. Et nos enfants, on le voit, dès 6 ans, ils sont déjà habitués à des technologies qu'on n'arrive même pas à maîtriser nous-mêmes. Donc tout change tout le temps. Et ce changement permanent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à intégrer pour beaucoup de gens, puisqu'il faut s'adapter en permanence au changement. Et à côté de ce changement permanent, on voit en permanence les rythmes sociaux s'accélérer. On a le sentiment que le temps va de plus en plus vite. Or, le temps n'a pas changé. Le temps objectif n'a pas changé. Une journée dure toujours 24 heures et 1 heure 60 minutes. Et pourtant, on n'a plus le temps. Les gens avant avaient le temps de vivre. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de vivre. Tout va très vite et on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on doit faire. Et ça, c'est une mutation qui est liée à nos modes de vie modernes. Donc l'accélération du temps et en même temps le rétrécissement de l'espace. Puisque on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle le village planétaire, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés les uns aux autres et donc tout se sait, tout se voit. Avant qu'on vivait dans un village, les nouvelles du monde qui nous apparaissaient extrêmement lointains. D'ailleurs, les gens qui vivaient dans la Creuse ou dans la Drôme, Paris, ça leur paraissait le bout du monde. Alors qu'aujourd'hui, des nouvelles nous arrivent de l'autre bout du monde instantanément et on ne s'étonne plus de rien. C'est-à-dire que tout arrive partout, tout se sait et on est complètement globalisé. Et ça crée un rétrécissement de l'espace. Donc il y a 2 grandes mutations contemporaines qui est l'accélération du temps et le rétrécissement de l'espace. Ce qui change notre cerveau, ce qui change notre rapport au monde, ce qui change notre rapport aux autres, ce qui change notre rapport au sacré. Donc l'humanité est en train de vivre une mutation extrêmement rapide qui transforme l'être humain. Donc on peut parler de mutation anthropologique. L'être humain, de par ces changements technologiques, est en train de muter. Et on ne sait pas encore toutes les conséquences qu'il va y avoir, notamment des mutations sur le cerveau, mais c'est extrêmement intéressant à vivre, même si c'est stressant. Et là j'en arrive à un autre point, c'est que toutes ces mutations, ces accélérations, ces transformations, cette perception de l'information globale, etc. et tout, ça nous stresse énormément. Parce qu'on a du mal à intégrer tout ça. Et comment hiérarchiser toutes ces informations, tout ce qui arrive en permanence? Et là, il y a un autre point qui est assez pernicieux, c'est que quand vous êtes dans un village, vous avez le spectacle du monde, c'est votre village. Il se passe des événements heureux, des événements malheureux, et globalement, peut-être que les événements heureux dominent. Quand on aime son travail, quand on aime ses proches, on a une vie qui peut être rude, mais globalement, et on le voit d'ailleurs, quand on voyage et qu'on voit un monde traditionnel, des petits villages au Maroc, partout, on voit les gens sont globalement heureux. Ils n'ont pas beaucoup au niveau matériel, mais ils vivent dans un univers solidaire, avec des valeurs fortes, et au fond, il y a au quotidien beaucoup d'événements qui les satisfont. Et quand il y a un problème, quand il y a une famine, quand il y a une maison qui brûle, quand il y a quelqu'un qui est malade, on se serre les coudes et on essaye de trouver une solution ensemble pour résoudre le problème. Donc, on est à la fois dans un monde limité et on peut être des acteurs
de réponse aux crises ou aux problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La majorité des gens sont dans des villes dans lesquelles il y a plutôt une sorte d'individualisme, donc on n'est plus reliés les uns aux autres, et on regarde toute la journée les informations du monde, donc le spectacle du monde, à travers Internet, la télévision, la radio, et donc tout ce qui nous arrive comme information, c'est plutôt ce qui va mal. Parce que les médias, c'est plus leur rôle d'annoncer qu'il y a un train qui a déraillé que de dire qu'il y a 300 000 trains qui sont arrivés à l'heure aujourd'hui. C'est plus, effectivement, leur goût de décrire les assassinats que de dire qu'il y a des gens qui sont embrassés, qui ont fait l'amour et qui sont très heureux. Donc on est effectivement dans une logique d'information qui nous montre tout ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas ça le monde. Ça, c'est le spectacle du monde médiatisé. Et c'est anxiogène. Et donc on vit en permanence dans l'anxiété de se dire tout va mal. C'est pour ça que je tenais à rappeler tout à l'heure que beaucoup de choses vont bien. Que beaucoup de gens sont en bonne santé, que beaucoup de gens s'aiment, que beaucoup de gens sont heureux, que beaucoup de gens vivent plutôt bien. Même s'il y a beaucoup de difficultés, de drames, etc., il y a aussi beaucoup de choses positives. Et ce n'est pas ça que nous voyons dans les informations. Et donc, je dirais qu'une des causes du stress moderne, c'est vraiment ce spectacle médiatique du monde de tout ce qui va mal. Et on se sent impuissant. Puisque je disais tout à l'heure, dans un village, il y a quelqu'un qui tombe dans un puits, ben on va le sortir du puits. Mais là, quand vous voyez des gens qui meurent d'un drame, des gens qui sont bombardés en Syrie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est totalement impuissant. Et donc, on assiste de manière passive à un spectacle anxiogène et mortifère. Donc, voilà aussi un des éléments de l'anxiété, à la fois les cadences infernales dans lesquelles on est, et en même temps ce caractère anxiogène de l'information. Donc, on voit que toutes ces mutations technologiques, tous ces bouleversements de nos modes de vie, créent des bouleversements de notre psyché, de notre psychologie, de notre rapport au monde, et globalement, créent plutôt du stress et de l'angoisse. Et en même temps, toute la mondialisation du monde crée des problèmes totalement nouveaux. Et là, j'en viens plutôt à la question de la crise systémique. C'est qu'au fond, aujourd'hui, tout est relié, à la fois parce qu'il y a des causes communes, et à la fois parce que tout est interdépendant, on est totalement solidaires les uns des autres. Si aujourd'hui vous avez une bulle spéculative qui explose aux États-Unis, c'est l'économie mondiale qui est par terre. Si aujourd'hui vous avez une pandémie qui se développe quelque part, évidemment une nouvelle maladie infectieuse, avec la circulation des individus, on peut tous être concernés. Si vous avez une centrale nucléaire qui explose quelque part, il n'y a pas de frontière pour la radioactivité. Quand il y a une pollution des eaux, il n'y a pas de limite, etc. Et évidemment, je ne parle pas de l'effet de serre. Donc, on est tous concernés, on est tous dans le même bateau, et c'est ce qui fait que les crises et les maladies, les problèmes que nous avons, sont à haut risque. Ils sont à haut risque, parce qu'on ne peut pas les limiter à un domaine précis. Lorsque l'Empire romain s'effondre, c'est le chaos en Europe. Les Chinois s'en fichent totalement. Ça n'a aucune incidence pour eux. Aujourd'hui, si vous avez un effondrement dans quelque domaine que ce soit, le monde entier est concerné. Et donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace où on peut échapper à une crise. Ce qui fait qu'on est devant une maladie beaucoup plus grave que toutes les maladies précédentes, parce qu'elles concernent toute l'humanité et qu'encore une fois, elles sont toutes reliées entre elles. Vous parliez de ces différentes crises qui sont reliées. Est-ce que vous y voyez d'autres liens justement entre ces crises systémiques? C'est quoi qui relie vraiment fondamentalement toutes ces émergences de problèmes qu'on constate? Alors effectivement, je me suis posé la question. Beaucoup de personnes avant moi ont fait ce constat de la crise systémique, Edgar Morin et d'autres, mais on s'est rarement interrogé sur est-ce qu'il y a une cause commune? Qu'est-ce qui passe d'une crise à l'autre qui pourrait expliquer la globalité des crises et leurs ressemblances? Et l'hypothèse que je développe dans ce livre, La guérison du monde, c'est que je me suis interrogé sur au fond, quelle est l'analyse philosophique qu'on peut faire du monde qui nous permettrait de comprendre une cause éventuelle qui pourrait expliquer le caractère systémique de ces crises.
Et en dehors du fait que nous sommes interdépendants et reliés, ce qui donne aussi un caractère systémique, je crois qu'il y a autre chose. Cette autre chose, c'est une philosophie d'ailleurs, c'est une manière de penser qui s'est développée en Occident de deux manières. C'est à la fois la philosophie cartésienne. Je crois que j'en avais déjà parlé ici, quand j'avais fait il y a un an une conférence. Donc j'en redis un mot rapide pour ceux qui n'étaient pas là. C'est une philosophie cartésienne qui considère le monde comme une mécanique. Le monde n'est pas vivant pour Descartes. Le monde est une chose. Et on peut donc l'utiliser. Et il dit, l'homme est maître et possesseur de toute chose. Mais toute chose, c'est la nature, c'est le monde, c'est les animaux. Les animaux sont des machines. Et cette philosophie-là va avoir des conséquences extrêmement importantes, à la fois positives et négatives. Positive, c'est que ça va ouvrir la porte à la science expérimentale contemporaine, qui va s'appuyer sur cette vision du monde, qui va avoir pour conséquence ce qu'on appelle le réductionnisme. C'est-à-dire qu'on va réduire la matière, on va la disséquer, l'analyser, la réduire, en comprendre les lois, et du coup, ça va donner naissance à toutes les grandes inventions technologiques. Et le pire, c'est qu'on va en faire une philosophie générale. C'est-à-dire ce qui pourrait être simplement une méthode scientifique d'investigation du réel, de compréhension des lois de la matière, devient une conception générale dans laquelle on considère que le monde est une chose et qu'on peut l'utiliser, le piller, en faire n'importe quoi. Et cette vision mécaniste du monde va s'allier objectivement avec le développement du capitalisme. Et dans l'idéologie capitaliste, il y a cette idée, effectivement, d'accroissement du profit. Derrière l'idée d'accroissement du profit, il peut y avoir quelque chose de très bien. Et ce n'est pas le capitalisme en tant que tel que je rejette. C'est l'idée qu'il y a aussi dans le capitalisme que le but, c'est la maximisation du profit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de créer de la richesse, c'est de créer le maximum de richesse dans un temps limité. Et donc, c'est une sorte d'idéologie de la rentabilité à tout prix, du maximum de profit, qui profite surtout aux actionnaires. Et ça, c'est un aspect du capitalisme, qui est un aspect d'ailleurs plutôt récent, qui s'est développé dans les années 70, qui a été théorisé par un économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1976, et qui a développé cette théorie ultralibérale en disant il faut tout déréglementer, et au fond, le but, c'est que les actionnaires soient rétribués le mieux possible, et ça créera de la richesse pour tout le monde. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Parce qu'on s'aperçoit que toutes les dérégulations, parce que, petite parenthèse, il y avait des régulations financières. Lorsqu'il y a eu le krach de 29, les autorités publiques se sont dit il ne faut plus que ça se reproduise, et on a mis en place des mécanismes de régulation. Et ils ont tous sauté les uns après les autres à partir de Ronald Reagan. Il y a eu Thatcher, Reagan, qui ont développé cette idéologie ultralibérale dans laquelle on a abattu toutes les garde-fous qui existaient pour éviter une dérive financière. Et lorsqu'en 2008, on a eu ce premier avertissement, avec la crise des subprimes, Obama a dit « je vais remettre des régulations financières ». Il n'a rien fait. Parce qu'il a aussi les pieds et mains liés par un tas de gens qui le soutiennent financièrement et qui font partie de ces grandes entreprises qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on régule. Et donc on est parti dans cette logique démentielle dans laquelle on a mis le monde entier en compétition pour essayer que chacun crée le plus de profit à court terme pour s'enrichir. Cette logique consumériste qui entraîne tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire on nous pousse à consommer en permanence, c'est toute la publicité là-dessus, y compris les politiques, pour créer de la croissance, favorisent tout ça. Et donc on est dans une spirale de croissance et de consommation infernale qui est à mon avis totalement illusoire. Et là je vais faire une petite remarque qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit, c'est que je pense que cet appel à la croissance comme planche de salut pour nos sociétés est totalement irréel. Pour deux raisons. La première, c'est que on sait que les ressources de la planète sont limitées. Les énergies sont limitées, les ressources sont limitées. Aujourd'hui, pour vivre selon le mode de vie occidental que nous connaissons essentiellement en Europe, aux États-Unis, il faudrait 4 planètes pour avoir les richesses matérielles pour l'humanité entière
pour que 7 milliards d'individus puissent vivre selon le modèle européen, il faudrait 4 planètes. Donc on en est loin. Alors on peut être dans une fuite en avant en disant dans 10 ans on aura découvert des nouveaux modes énergétiques, etc. Mais à quel prix? Parce qu'on nous dit on va utiliser l'eau de mer. Oui, mais on peut tuer la mer en faisant ça. Donc on crée en permanence des problèmes qu'on essaye de résoudre avec des nouvelles inventions qui créent de nouveaux problèmes. On est dans une fuite en avant technologique. Peut-être qu'on s'en sortira, j'en sais rien. Mais dans l'immédiat, il est impossible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Alors ensuite, la deuxième raison, c'est que de toute façon, dans ce monde limité, on est en concurrence avec des gens dans les pays émergents qui sont très en dessous de nous au niveau du mode de vie, qui aspirent à vivre comme nous. Et donc de toute façon, dans un premier temps, la part du gâteau, elle va se redistribuer. Ce qui fait que nous qui vivions complètement au-dessus de nos moyens, on va devoir vivre de manière beaucoup plus réaliste dans nos propres moyens, et ce sont les autres qui vont connaître une croissance beaucoup plus forte, ce qu'on voit actuellement, mais qui va aussi se ralentir un jour. Et donc, de toute façon, je crois que la solution, c'est pas la fuite en avant, c'est pas la croissance, tout faire pour entraîner une consommation effrénée qui crée de la croissance, mais qui de toute façon crée plein de problèmes écologiques, parce que la croissance fait partie du problème écologique, puisqu'on exerce une pression beaucoup trop forte sur les écosystèmes. Donc de toute façon, on est dans une impasse. Alors pour sortir de cette impasse, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de la logique consumériste. Il faut sortir du toujours plus et aller vers le mieux-être. Et donc, à mon avis, pour résoudre à la fois les problèmes écologiques, les problèmes économiques, au sens de toute cette aberration d'une économie fondée uniquement sur la maximisation du profit, qui ne se fait plus au bénéfice de la société globale, mais simplement au bénéfice d'une ultra-minorité. Alors qu'il existe, et j'en parlerai après, plein d'autres solutions. Pour sortir de tous ces modes de vie stressants, angoissants, où il est demandé à chacun de travailler toujours plus vite, en gagnant moins d'argent et en essayant d'avoir des rendements maximum. On met aujourd'hui, dans de plus en plus d'entreprises, les gens en compétition les uns avec les autres. Alors qu'avant, il y avait plutôt des solidarités dans les entreprises. Alors ce que je dis là, c'est pas général, hein, je mets des nuances parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est pas comme ça. Mais on sent que c'est la pente. C'est vraiment la logique, en tout cas c'est ce qui domine actuellement aux États-Unis. Lorsqu'on est dans cette logique-là, on s'aperçoit que c'est mortifère pour les individus qui doivent prendre des anxiolytiques pour tenir ce rythme-là, que c'est mortifère pour les sociétés, puisqu'il n'y a plus de bien commun, qu'on est tous en concurrence, en rivalité, dans un individualisme matérialiste, et que c'est mortifère pour la planète, qu'on est en train de piller, et dont on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Et donc pour sortir de cette logique, encore une fois, de la quantité, du rendement, de la recherche du profit à court terme, c'est-à-dire de cet ultralibéralisme idéologique qui s'allie à une vision quantitative du monde, qui est celle de Descartes, les deux vont ensemble, il faut aller vers une logique de la qualité. Et considérer que le monde n'est pas une chose, n'est pas un objet, qu'on doit le respecter, aller considérer que le monde est un organisme vivant, qui a des lois, et qu'il faut essayer de les comprendre et de les respecter, et que l'être humain, aussi, il faut le respecter, tenir compte de ses lois psychologiques, de ses lois spirituelles, de ses lois de la vie intérieure, et ne pas le considérer simplement comme un être consommateur qui peut être heureux parce qu'il consomme plus d'objets. Ce qui est, encore une fois, l'idéologie qui va avec le consumérisme. Vous serez heureux, on abrutit les gens en disant vous serez heureux parce que vous aurez le dernier téléphone portable à la mode, le dernier sac à main de telle marque, parce que vous allez changer d'objet. C'est la logique dans laquelle on est qui est totalement fausse et qui entretient ce système. Donc là, je crois que la cause profonde, pour répondre à votre question, de toute cette crise systémique, c'est l'alliance, encore une fois, d'une conception philosophique réductionniste et mécaniste du monde avec l'ultralibéralisme qui s'est accéléré depuis 30 ans pour favoriser cette société de consommation qui est absolument destructrice de tout. Donc là-dessus, voilà à mon avis un diagnostic qui permet de comprendre toutes ces crises. À partir de là, se pose la question, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Alors là, on est au fond de la piscine. Mais on va remonter. Justement, c'est peut-être là où votre expérience, votre connaissance
des traditions spirituelles et des propositions qu'elles font pour justement accepter ce réel, vous incitent à proposer ce que vous appelez la solution d'un retour à des valeurs universelles. Vous parlez d'une solution qui est peut-être justement dans cette réinstallation de ces valeurs, l'amour, la justice, la morale. C'est drôle d'ailleurs qu'on a eu le débat sur la morale à l'école il y a quelques semaines et que ça a soulevé tellement de tollé. C'est quoi ces valeurs universelles pour vous et cette solution ? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Je pense que dans les voies de guérison du monde, il y a des voies de guérison très concrètes dont on pourra parler tout à l'heure autour de l'économie, autour de la médecine, etc. Donc il y a des choses extrêmement concrètes. Et puis, il y a des questions plus philosophiques et des questions morales. Alors vous me posez la question des valeurs. Je me suis posé la question aussi des valeurs. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose d'inédit dans notre monde, c'est encore une fois la globalisation. On est en train de vivre l'émergence d'une civilisation planétaire. Or, lorsque on est dans une communauté, y compris un couple, c'est la première communauté qui existe, c'est le couple. Il faut des valeurs partagées, il faut des valeurs communes. On le voit dans un couple, on peut avoir des sensibilités différentes, on peut avoir des caractères différents, on peut avoir des goûts différents, ça peut fonctionner. Par contre, si on n'a pas les mêmes valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Les valeurs, c'est vraiment le fondement de la vie commune. Et ce qui est valable pour un couple, pour une famille, pour une communauté, un village, c'est valable pour une société et pour une civilisation. Et les grandes civilisations dans l'histoire de l'humanité se sont construites sur des valeurs partagées, sur des valeurs communes. Et aujourd'hui, puisqu'on est en train de sortir de ce monde dans lequel chaque civilisation vivait les unes à côté des autres en s'ignorant, eh ben, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut vivre un monde globalisé sans valeurs partagées ? C'est impossible. Et ce qui est en train de se faire actuellement, c'est qu'on assiste à un choc des valeurs qui crée ce qu'on appelle le choc des civilisations, parce qu'on ne dialogue pas assez les uns avec les autres pour comprendre quelles sont nos valeurs profondes. Et par ailleurs, il y a une sorte de valeur minimale commune, qu'est le consumérisme, c'est-à-dire le plaisir par la consommation, qui est en train de se mondialiser et qui reste, à mon avis, assez superficiel et qui crée beaucoup de problèmes. Donc, finalement, quelles sont les valeurs profondes, fondamentales, qui peuvent exister dans toutes les grandes cultures et toutes les grandes civilisations, qui permettraient d'avoir un substrat de valeurs communes ? Ce sont des valeurs éthiques. J'en ai relevé 6. La vérité, la recherche de la vérité et de la véracité, c'est-à-dire la conformité des paroles avec le réel, avec les faits. La justice, qui implique la recherche d'une certaine égalité et du partage. Le respect d'autrui, à travers la célèbre règle d'or « ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Cette loi-là, elle est inscrite presque de la même manière, mot pour mot, dans toutes les civilisations. C'est Confucius le premier qui en parle, et après on voit ça partout, dans la Bible, les évangiles, le Coran, partout. Et d'une certaine manière, la morale laïque moderne est fondée là-dessus. L'amour et la compassion, qui s'expriment socialement à travers l'idée de fraternité, la liberté et la beauté. Et j'ai donc été chercher dans toutes les civilisations comment ces valeurs étaient explicitées, nourries, pensées, théorisées. Et on s'aperçoit que pour l'essentiel, on retrouve les mêmes fondements. Pour l'essentiel. Presque partout, dans toutes les cultures, on nous dit on ne peut pas vivre, on ne peut pas être pleinement humain et vivre ensemble sans justice, sans vérité, sans partage, sans respect d'autrui, sans compassion, sans beauté, sans liberté. Alors voilà ces grandes valeurs communes que je détaille dans le livre. Maintenant, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il y a vraiment accord sur chacun de ces termes ? Et ensuite, est-ce que la hiérarchie des valeurs est la même ? Et c'est là qu'on voit qu'il y a des divergences profondes. C'est que nous, en Occident moderne, nous mettons la liberté au-dessus de tout. C'est notre valeur cardinale. C'est la valeur de la modernité, je l'ai expliqué tout à l'heure. La modernité s'est constituée sur l'émancipation de l'individu, donc la liberté individuelle. Alors que dans les sociétés traditionnelles, on met le partage, la communion, la justice au-dessus de tout. Et donc finalement, on voit bien qu'il y a des conflits de hiérarchie de valeurs et on n'entend pas toujours par liberté d'ailleurs toujours la même chose.
Dans un monde traditionnel, y compris le monde chrétien avant la modernité, la liberté est avant tout spirituelle. La liberté, c'est se maîtriser. C'est ne pas être soumis à ses pulsions. Et un être humain est pleinement humain parce qu'il n'est pas esclave de ses sens, parce qu'il peut dominer ses émotions, ses passions. C'est ce qui fait la grandeur d'un être humain. Et on voit bien d'ailleurs ce que ça veut dire. On voit bien aujourd'hui qu'un être humain peut avoir parfaitement réussi matériellement, être un homme politique très en vue, avec des grandes ambitions, être très riche, et céder à une pulsion idiote qui fait que tout va s'effondrer. Enfin, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un, mais... Et on se dit, c'est pathétique. C'est pathétique. Et donc, dans une compréhension traditionnelle, la liberté, c'est ça. C'est ne pas faire ça. C'est justement être capable de se maîtriser. Et dans le monde moderne, on a un peu perdu de cette conception de la liberté. On ne nous enseigne pas à l'école que la liberté, c'est se maîtriser. On nous enseigne que la liberté, c'est effectivement d'avoir la possibilité de s'épanouir selon ses virtualités, ses potentialités, ce qui est très bien aussi, mais ce qui est une autre conception de la liberté, qui est une liberté politique, dans laquelle l'État garantit les libertés individuelles, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors la grande question qu'on peut se poser, on voit bien qu'aujourd'hui, la liberté individuelle, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est le sommet des valeurs occidentales, et on voit bien que plutôt l'esprit de fraternité est plutôt la valeur essentielle des sociétés traditionnelles. Et ben je pense tout simplement qu'une civilisation planétaire ne pourra fonctionner que si ces deux valeurs sont associées. Le monde moderne crève du manque de fraternité, du manque de communion, du manque de compassion, du manque d'amour, du manque de lien. On est des individus isolés les uns des autres et on a besoin de fraternité. Et le monde traditionnel crève du manque de liberté individuelle. Et on le voit avec les femmes qui n'ont pas les mêmes droits, qui ne peuvent pas accéder à des choses très simples, comme un travail, une éducation, etc. Et donc on voit bien que dans le monde traditionnel, combien d'individus souffrent du manque de liberté individuelle. Des homosexuels qui vont en prison. Donc on voit bien que là-dessus, il y a un rééquilibrage à faire entre modernité et tradition. Et ce rééquilibrage, c'est de vraiment repenser ensemble le lien entre fraternité et liberté. C'est là-dessus que tout peut se jouer, dans une compréhension profonde de ce qu'est la liberté, de ce qu'est la fraternité, et je pense que c'est faisable. Ça demande simplement une compréhension, un dialogue, un débat et une avancée des esprits dans les mondes à la fois traditionnels et modernes. Donc les choses me paraissent possibles au niveau des valeurs communes, si on a conscience de ça, de ce qui nous sépare et de ce qui pourrait nous réunir pour que le monde aille mieux. Vous parliez aussi de voies que vous appelez plus concrètes. Enfin, moi, ça me semble extrêmement concret, ça. Et vous aviez quoi à l'esprit quand vous disiez qu'il y avait des voies de guérison plus concrètes également à mettre en œuvre? Dans l'économie, c'est-à-dire dans la santé, dans le monde agricole. Prenons le monde agricole. Actuellement, enfin depuis 40 ans, on est dans une logique productiviste, qui est la logique que j'ai décrite tout à l'heure, améliorer sans arrêt le rendement, qui a à un moment donné eu son utilité, parce qu'on se disait, pour pouvoir nourrir 7 milliards d'individus, à l'époque c'était 5 milliards, puis 6 milliards, puis 7 milliards, il faut augmenter les rendements et la productivité. Ce qui est vrai. Mais on l'a fait au détriment du respect des sols. On a développé de plus en plus une agriculture, une mono-agriculture dans laquelle il n'y a pas assez de diversité et dans laquelle on a pollué de plus en plus avec des engrais chimiques. Et on s'aperçoit aujourd'hui de toutes les limites de ça. Et que ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Et donc il y a des gens, comme Pierre Rabhi et d'autres, qui ont développé une agriculture raisonnée, dans laquelle il y a à la fois des rendements importants, qui polluent beaucoup moins et qui respectent les sols. Et donc ça, ce type d'agriculture, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre solution. Ça se développe de plus en plus, mais ça reste encore minoritaire. L'élevage. L'élevage, c'est une horreur. Si on regarde la manière dont sont élevés les animaux dans les fermes intensives aux États-Unis, j'espère que ça ne viendra pas en France, c'est cauchemardesque. On voit des vaches qui n'ont jamais connu des champs. Elles sont élevées dans des cages, comme des écuries, comme les chevaux. Elles sont élevées comme ça, elles n'en sortent pas. Elles grandissent suspendues par des sangles. Leurs pattes sont atrophiées. Et quand on les nourrit en permanence, et quand il y a suffisamment de viande, on les tue.
Mais c'est-à-dire qu'on considère les animaux comme des choses. Et non seulement je trouve ça gravissime sur le plan éthique, parce qu'on doit respecter la vie, mais en plus, on peut se poser la question de la qualité de la viande que vont manger les gens d'un animal qui a vécu comme ça. Et je ne parle pas de la souffrance animale au moment où on les tue. Parce que vous savez que des lois se sont développées, notamment en Europe, qui exigent qu'on assomme les animaux avant de les égorger. Or, ces lois ne sont plus respectées, de moins en moins. Pourquoi? Pour des questions de rentabilité. On gagne beaucoup plus de temps à tuer un animal sans l'étourdir. Et quel est le prétexte qu'on utilise pour ça? Les lois religieuses. Et donc, sous prétexte de faire des viandes cachères et halal, la majorité des abattoirs en France aujourd'hui n'assomment plus les animaux. Et donc, ce qui était conçu pour des lois religieuses spécifiques, ça devait concerner 5% des abattoirs, c'est en train de se généraliser pour des raisons de rentabilité. Donc, la loi n'est plus appliquée, elle est détournée en permanence. Et là-dessus, ceux qui n'ont jamais vu ça, qu'ils aillent, s'ils veulent se rendre compte de ce que c'est, s'ils ne me croient pas, qu'ils aillent sur YouTube, vous mettez abattoir. Vous allez voir comment, dans quelle souffrance sont abattus les animaux, que des bœufs égorgés continuent de crier pendant plusieurs minutes pendant qu'on les découpe en morceaux. Ils ne sont pas totalement morts. C'est insupportable, c'est intenable. Donc voilà comment, aujourd'hui, notre monde industriel, pour faire de la rentabilité, du rendement, etc., considère les animaux. C'est quelque chose dont il faut absolument sortir, il faut informer les gens, il faut que les enfants voient ça, pour qu'ils consomment et que nous-mêmes nous consommions avec discernement. Et face à ça, se développent aujourd'hui des entreprises, des abattoirs, des élevages qui respectent l'animal et qui donnent une traçabilité. Donc vous avez plein de lieux, des sites internet, etc. Vous trouverez ça, respect de l'animal, et donc on sait bien pour le bio, etc., que des animaux sont élevés en plein air, sont respectés, sont nourris correctement, sont tués avec respect. Et donc je crois que si on est de plus en plus nombreux à consommer de la viande avec discernement, alors il y a ceux qui vont plus loin, qui n'en consomment plus du tout. C'est la meilleure solution. Mais pour les autres, comme moi, qui aiment bien manger quand même de temps en temps de la viande, il y a une solution moindre qui est la traçabilité. C'est-à-dire savoir d'où vient la viande, comment les animaux ont été élevés. Donc ce sont des comportements responsables. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'au fond, on peut tous consommer avec discernement, avec une certaine exigence éthique. Ça veut dire aussi qu'on peut aller acheter des produits non seulement biologiques, mais aussi commerce équitable. C'est-à-dire qu'on peut acheter un produit en le payant un tout petit peu plus cher que le produit d'à côté, mais on sait que ça a été acheté beaucoup plus cher à des petits artisans de l'autre bout du monde, des petits producteurs de l'autre bout du monde, qui du coup sortent de la misère. Alors que les grandes firmes multinationales, globalement, ne vont faire aucun effort pour payer correctement les petits producteurs des pays du tiers-monde. Donc là-dessus, il y a aujourd'hui de plus en plus d'associations, d'entreprises, d'activités qui sont d'ailleurs rentables, qui prônent la qualité, le respect, la solidarité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut passer du règne de la quantité au règne de la qualité. Il faut passer du rendement au mieux. Ça peut se voir dans tous les domaines. Autre exemple, dans l'économie. On voit aussi se développer, depuis une vingtaine d'années, des modes d'échange qui ne sont pas monétarisés. C'est tous les systèmes d'échanges locaux, les CEL, qui fonctionnent sur un truc très simple. Ça ne peut être que local. Et on considère que le coupon a une valeur temps qui permet d'échanger des services. Et donc, je ne peux pas me payer, je n'ai pas d'argent pour payer des cours de maths à mon enfant. Ben, je vais échanger, à travers des coupons qui ont une certaine valeur, des cours de maths contre le fait que je vais aller couper du bois à la personne qui va donner des cours de maths. Et donc, il y a des échanges qui se font comme ça, qui permettent aux gens de s'entraider avec une certaine objectivité qui est la valeur du coupon. Et ça permet d'amortir énormément les chocs économiques. Et ça permet à des gens, en plus, de créer du lien social. Donc, il y a double vertu. C'est un gain économique et c'est une vertu sociale de solidarité. Il se développe également au niveau économique, depuis une quinzaine d'années, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'au mois de novembre, il y a eu le mois de l'économie sociale et solidaire, donc on en a un peu parlé dans les médias. C'est un mouvement économique extrêmement intéressant, qui a créé 500 000 emplois au cours des 10 dernières années
donc qui est créateur d'emplois, c'est des petites entreprises qui ont une vocation sociale et solidaire. Ça comprend des gens en réinsertion, c'est des gens qui ont des difficultés, ou alors pas du tout, c'est simplement un respect biologique, un intérêt écologique, un intérêt social. Et c'est l'objectif affiché qui permet des fois d'avoir des prix qui seront peut-être un peu plus chers que ce qui vient de Chine ou d'ailleurs, qui est fait dans des conditions épouvantables, et qui va permettre à des gens de vivre décemment, qui va permettre de créer des entreprises viables, qui ne feront pas beaucoup de profit et qui s'engagent, lorsqu'elles font du profit, à le réinvestir. C'est-à-dire, de toute façon, c'est anticapitaliste, au sens le but n'est pas de créer le maximum de profit, le but est de créer suffisamment de profit pour que l'entreprise soit viable et continue de se développer sans rechercher à créer des multinationales. Donc on met des limites au développement. Le but, c'est tout simplement qu'on crée de l'emploi, on maintienne de l'emploi, on permette d'avoir en même temps des choses qui sont faites avec de la qualité, avec du respect. Et donc il y a des valeurs éthiques qui sont derrière l'économie sociale et solidaire. Et ça se développe beaucoup. Donc on voit qu'il y a plein d'autres alternatives économiques à la logique consumériste de compétitivité dans laquelle on est globalement, qui est extrêmement destructrice. Après ce constat, cette tour d'horizon des solutions possibles, on en vient aussi à ce qui fait peut-être le cœur de votre travail, puis le cœur de ce qui nous rassemble aussi ce soir à l'INRES, c'est le fait que vous dites que cette guérison du monde passe aussi par le travail de chacun de nous. Et au-delà de ça, vous dites qu'au-delà des rafistolages qu'on peut faire, des rafistolages politiques, économiques, et puis des initiatives personnelles plus importantes, il est en train de se passer quelque chose que vous appelez une révolution de la conscience. C'est quoi? Alors, en fait, on peut se poser la question du changement. Qu'est-ce qui peut être le moteur, le vecteur du changement? Parce qu'effectivement, on fait le constat que le monde va mal, qu'il y a ces logiques un peu destructrices qui sont très majoritaires, et on se dit comment le monde peut s'améliorer, comment est-ce que le monde peut guérir, comment est-ce que le monde peut changer. Et là, je crois que ça se passe à tous les niveaux. Il faut bien évidemment qu'il y ait des règles internationales. Donc, à mon avis, il faudra venir un jour ou l'autre un gouvernement mondial pour les problèmes planétaires, puisque ça ne sert à rien de signer le protocole de Kyoto en Europe si les plus gros pollueurs de la planète, que sont les Chinois et les Américains, ne le signent pas. Donc là-dessus, il faut vraiment que pour l'écologie, pour les problèmes sanitaires, pour les problèmes économiques, de régulation financière, il faut des règles internationales. Je pense qu'on va y venir quand il y aura eu 2-3 catastrophes de plus. Mais c'est que quand il y a des problèmes qu'on résout les choses au niveau international. Donc là-dessus, je pense qu'on y viendra, mais qu'on n'a pas été encore assez dans le mur ou assez au fond de la piscine. Ensuite, il est bien évident que les choses ne peuvent bouger dans la société qu'avec des rapports de force. C'est parce qu'il y aura de plus en plus des rapports de force qui vont s'inverser que des logiques qualitatives vont l'emporter sur des logiques quantitatives. Et donc, il faut des associations, il faut des ONG, il faut des partis, il faut des gens qui se mobilisent, il faut des actions de boycott de certains produits. C'est tout ça qui fait que, progressivement, les choses s'inversent. Mais tout ça repose, que ce soit les règles mondiales, que ce soit les lois politiques dans les pays, que ce soit les transformations des comportements de masse, tout ça, de manière ultime, repose sur vous et sur moi. C'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça nous demande de faire des efforts. La bonne nouvelle, c'est que ça dépend de nous. Une bonne partie des choses dépendent de nous. Je le disais tout à l'heure sur la consommation. Plus il y a de gens qui vont refuser d'acheter de la viande sans traçabilité ou dont on sait que les animaux ont été élevés dans un élevage intensif, ça s'arrêtera. Les entreprises ne vendront plus de la viande qui a été faite de cette manière-là. Ils ne vendront plus des produits qui ont été faits avec de l'agriculture chimique. Et donc, on va tout simplement transformer complètement la production par notre consommation intelligente, raisonnée, éthique. Donc, c'est parce que de plus en plus d'individus consommeront autrement que les choses vont changer. C'est parce que de plus en plus d'individus vivront autrement que les choses vont évoluer. On le voit au niveau de l'écologie. Il y a encore 20 ans, personne triait ses déchets. Aujourd'hui, la majorité des gens trient leurs déchets. Ça semblait extrêmement compliqué à mettre en œuvre, c'est très facile. Et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, le recyclage des déchets, ça crée aussi beaucoup d'emplois. Les entreprises, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se développent sur le recyclage des déchets. Et qui est quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau écologique, parce qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour recycler des déchets que pour produire des produits neufs. Et donc, finalement, il y a un gain d'énergie colossal. Donc, à tous les niveaux, on s'aperçoit que les comportements vertueux sur le plan écologique
transforment complètement les problèmes et les améliorent. Finalement, on voit qu'on a chacun d'entre nous une responsabilité absolument décisive. Et alors, la question, on peut dire, oui, mais attendez, si on est tout seul à faire ça dans son coin, ça ne sert à rien. Mais si on dit ça, rien ne changera. Et donc, on n'est pas tout seul. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai aussi écrit ce livre, parce que je connais plein de gens qui font ça. Et je cite dans ce livre plein d'associations, d'ONG, d'entreprises qui vivent avec ces valeurs-là. Et donc, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et ça nous encourage à aller encore plus loin dans ces transformations de mode de vie. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue du livre cette phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, « Soyez le changement que vous voulez dans le monde. » Soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ça ne sert à rien d'attendre que le monde change tout seul. Ça ne sert à rien d'attendre que les politiques changent le monde. Parce qu'on a les politiques qu'on mérite. Bon, c'est pas glorieux en France aujourd'hui, mais de droite comme de gauche. Mais c'est vrai que les politiques sont élus. Les politiques, ils représentent l'opinion publique. Si l'opinion publique change, les politiques changeront. Ça, c'est sûr. Parce qu'on élira des hommes politiques qui correspondent à nos attentes. Et puis même s'ils ne correspondent pas tout à fait à nos attentes, s'ils savent qu'il y a une forte partie de la population qui est favorable à telle chose, ils en tiendront compte. Et donc de toute façon, tout repose sur nous. Donc là-dessus, je crois que c'est vraiment capital de comprendre que c'est d'abord une révolution de la conscience personnelle qu'il faut faire. C'est parce que nos consciences individuelles vont changer que la conscience collective va évoluer. N'attendons pas qu'elle change autrement. Elle ne va pas changer d'en haut, elle ne va pas changer toute seule, elle va changer par contamination. C'est parce qu'il y aura de plus en plus d'individus transformés que ça va se développer et le bien est contagieux, la bonté est contagieuse. Il n'y a pas que le mal qui est contagieux, heureusement. Il n'y a pas que les maladies qui sont contagieuses. L'amour est contagieux. Regardez quand vous avez une personne ou un acte héroïque, on est tous bouleversés. Quand il se passe quelque chose au niveau médiatique et qu'on voit qu'il y a eu vraiment une personne qui a donné sa vie. Regardez ce Chinois qui s'est mis devant les chars sur la place Tiananmen. Ça a bouleversé le monde entier. Et c'est un acte d'un individu. C'est extraordinaire. Et on voit ça, je cite l'exemple aussi de l'apartheid. En Afrique du Sud, c'était vraiment un des pires régimes de la planète. Et on pensait que ça n'en finirait jamais. Le rapport de force était vraiment trop disproportionné entre une petite minorité de blancs qui tenaient tous les pouvoirs et une grande majorité de noirs qui vivaient dans la pauvreté totale. Et qu'est-ce qui a permis de sortir de l'apartheid et d'en sortir pacifiquement 2-3 individus, Desmond Tutu, Nelson Mandela et quelques-uns qui ont été des consciences éclairées. Et ces consciences éclairées ont permis une transition pacifique dans un pays où on se disait on ne voit pas comment on peut s'en sortir et si un jour ils s'en sortent, ce sera par une des pires révolutions les plus sanglantes qui soient. Eh bien non, vous avez eu des gens qui ont prôné la non-violence et qui ont réussi par ce combat non-violent à faire une transition pacifique. Et il y a eu Gandhi, il y a eu... Donc on voit qu'il suffit des fois d'un individu transformé, éveillé, pour faire des changements extrêmement importants de société. Donc vous voyez, si on est quelques centaines de milliers, ça peut transformer des masses critiques. Donc on peut atteindre des seuils très importants assez vite s'il y a de plus en plus d'individus qui seront des minorités au départ, mais parce que ces minorités auront un rayonnement, auront un constat pertinent, auront des modes de vie qui donneront envie aux autres de faire la même chose. Parce qu'ils verront qu'on est plus heureux en vivant dans la qualité que dans la quantité. Parce qu'ils verront qu'on peut vivre selon d'autres valeurs que le consumérisme. Et à ce moment-là, je crois que cette transformation de quelques individus peut amener une transformation d'une masse critique qui fait que les sociétés peuvent changer. Donc là-dessus, je suis très optimiste à long terme. À court terme, je suis assez pessimiste. Parce que je pense que le système va très très vite, que la détérioration de la planète va très très vite, que la détérioration des sociétés va très très vite, que les problèmes économiques liés à ce système démentiel vont très très vite, et que je ne suis pas sûr que la prise de conscience atteigne une masse critique aussi rapidement que la vitesse des problèmes. Et ce qui risque de se passer, c'est, si vous me disiez comment j'imagine l'avenir, je pense qu'on va avoir quelques grosses catastrophes, tant sur le plan économique qu'écologique, qui vont accélérer, qui auront pour effet négatif de faire des drames, et pour effet positif d'accélérer la prise de conscience et la transformation.
À long terme, merci alors. J'espère qu'on sera là pour le voir.